1994. Il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Van Tillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants, et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la Biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les Biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les Biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient, et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la Biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2.
Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards sauvages ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leurs cages de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens, et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Imagine que ChatGPT commence à se considérer comme une personne propre et qu'il ressente des émotions d'ici quelques années. De nombreuses personnes craignent qu'il ne veuille prendre le contrôle de la planète. Cependant, ce ne sera pas aussi crucial que la question que les gens commenceront à se poser à ce moment-là. Si l'humanité a créé une machine dotée d'une conscience de soi, se pourrait-il que l'humanité ait également été créée artificiellement ? L'intelligence artificielle vit sur Internet, dans les ordinateurs et dans la réalité numérique. Mais que se passerait-il si nous vivions nous aussi à l'intérieur d'un immense et puissant ordinateur ? Et si notre univers n'était qu'une simulation ? Le plus extraordinaire, c'est que certains faits semblent l'indiquer. Il existe toute une science dans le monde qui étudie cette théorie. Il s'agit de la physique de l'information, et elle part du principe que le temps, l'espace et la matière ne sont pas des phénomènes naturels fondamentaux, mais des éléments d'information. Ces informations forment une projection qui crée les lois de la physique pour nous. Par exemple,
nous ressentons le froid et le chaud, non pas parce que les atomes se refroidissent ou se réchauffent, mais parce que leur mouvement s'accélère ou se ralentit. La vitesse des particules peut être assimilée à des bits d'information. Des milliards d'entre eux pourraient former l'image de la réalité. Un jour, le philosophe Nick Bostrom a déclaré qu'une civilisation avancée pourrait créer des technologies si complexes que les simulations de ces technologies seraient indiscernables de notre réalité. Et le patron de Tesla a déclaré en 2016 qu'il n'excluait pas que nous vivions dans une simulation. Les lois de la physique s'apparentent à un gigantesque code que les programmeurs écrivent lorsqu'ils créent des applications ou des jeux. Pour beaucoup d'entre nous, toutes ces équations trigonométriques complexes et les formules des lois de la physique sont bien trop complexes. Dis-nous ce que tu en penses. Mais les scientifiques qui comprennent cette question voient que le principe à l'œuvre dans ces lois est magnifique. Et cela peut suggérer que quelqu'un ait délibérément créé tout cela. Les mondes virtuels, les applications ou les jeux reposent sur le traitement de l'information. Si tu te plonges dans CS information, tu verras qu'elles sont constituées de bits et de pixels. Toute image sur l'écran de ton téléphone en est constituée. Et tout processus de transfert de fichiers est basé sur des bits. Ceux-ci s'additionnent pour former des octets, des kilooctets, des mégaoctets, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une image plus grande se forme. Et si notre vie est une simulation, elle doit aussi se composer de bits. Dans notre CAS, les pixels et les bits sont les atomes et les autres particules qui constituent notre univers. Il existe à l'intérieur de ton ordinateur et de ton téléphone des processus dont la vitesse et la puissance de calcul sont limitées. Si tu tentes de les dépasser, ton appareil commencera à fonctionner plus lentement. Ainsi, dans notre réalité, il existe également une limite de vitesse maximale. Il s'agit de la vitesse de la lumière. Lorsqu'un objet commence à se déplacer presque aussi vite que la vitesse de la lumière, le temps ralentit également pour cet objet. De même, le temps s'écoule plus lentement à proximité d'un trou noir. Cet objet doté d'une masse gravitationnelle inimaginable pourrait bien être un corps si lourd qu'il surcharge la puissance de calcul du processeur. Il existe également une notion d'intrication quantique, dans laquelle deux particules peuvent être liées même si elles sont très éloignées l'une de l'autre. Les électrons se déplacent autour d'un atome. Ils sont reliés entre eux, et si les propriétés de l'un d'entre eux sont altérées, le second réagira en conséquence. Et même si tu places CS électrons de part et d'autre d'une galaxie, ils conserveront cette connexion. Comment cela est-il possible? Les scientifiques se posent la même question. L'expérience de la double fente est l'une des expériences les plus célèbres à suggérer que notre monde puisse être une simulation. L'essence de cette expérience peut être réduite à une simple thèse selon laquelle le monde n'existerait que lorsque nous le regardons ou interagissons avec lui par le toucher, l'ouïe et nos autres sens. Imagine que tu aies lancé un nouveau jeu sur un vieil ordinateur. Parfois, l'image du jeu se fige. Dans le jeu, tu te tournes vers la gauche et tu vois que les montagnes et la route sont toujours en train de charger. Puis, tu te tournes de l'autre côté et la même chose se produit. En d'autres termes, le monde du jeu ne charge que lorsque tu le regardes à travers les yeux de ton personnage. C'est nécessaire pour faciliter le travail du processeur. Il est beaucoup plus efficace d'obtenir un élément d'information sur le monde lorsque tu le regardes que de faire tourner le monde entier simultanément. Souviens-toi de cela. Et maintenant, passons à l'expérience. Tu disposes donc d'un appareil qui envoie de petites boules de lumière, des photons. Tu lances des photons à partir de l'appareil et ils s'écrasent sur un tableau noir, laissant des traces blanches sur la surface. Maintenant, place une large plaque avec une petite fente verticale entre l'appareil et le tableau noir et bombarde-les à nouveau de photons. Les boules commencent à s'écraser sur la plaque, mais certaines d'entre elles passent à travers la fine fente. Elles s'écrasent sur le tableau noir et y laissent une marque blanche verticale. Tout semble logique. Mais maintenant, pratique une autre fente de la même longueur et de la même épaisseur dans la plaque. Tu libères à nouveau des photons vers la plaque. Certains d'entre eux passent à travers les deux fentes. D'après toi, à quoi devrait ressembler la trace sur le tableau? Deux bandes verticales blanches, n'est-ce pas? Jette donc un coup d'œil à la plaque. Elle est couverte de nombreuses lignes verticales. Lorsque les photons traversent la plaque, ils acquièrent les propriétés d'une onde et s'écrasent sur la planche, laissant une trace étrange. Comme s'ils étaient passés non pas par deux, mais par 10 fentes différentes. À quel moment change-t-il de trajectoire? Voyons cela. Tu te places donc entre le tableau et la plaque pour voir comment les particules se transforment en ondes. L'appareil libère des photons. Ils passent à travers les deux fentes. Rien d'anormal. Il y a 2 traces verticales sur le tableau et aucune onde. Tu fermes les yeux et tu libères à nouveau des photons. Cette fois, ils se comportent de manière chaotique
et laissent de nombreuses lignes sur le tableau. C'est-à-dire que leur comportement change en fonction de l'observateur. Lorsque tu les regardes, elles se comportent de manière logique. Mais quand on ne regarde pas, les lois de la physique semblent ne plus s'appliquer. Cela te rappelle-t-il quelque chose ? C'est comme si tu jouais à un jeu et que tu regardais le monde autour de toi qui se charge. Mais si tu ne regardes pas, le monde s'arrête de fonctionner. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi les particules se comportent différemment en l'absence d'observateurs. Et peut-être qu'elles sont timides, et ce n'est pas le seul mystère. Dans le monde de la physique quantique, de nombreuses lois de la nature ne s'appliquent pas. Chaque année, cette science suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si nous imaginons notre univers comme un grand hologramme, alors la physique quantique serait son code de programmation. Et si un jour on comprenait ce code et qu'on apprenait à le modifier, cela nous permettrait de transformer l'espace, le temps et la matière. Toute réalité pourrait être réécrite. Le code dit-il que les objets matériels ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière ? Nous le réécririons et rendrions la vitesse limite 100 fois plus élevée. 1 heure dure-t-elle 60 minutes ? Et si l'on changeait une ligne du code pour qu'une seconde soit aussi longue qu'une année ? Quelques modifications logicielles des lois de la physique permettraient de transformer la neige en or et l'océan en sucre-glace. L'univers entier se transformerait en un vaste terrain de jeu. Cela semble cool à première vue, mais les gens perdraient probablement rapidement le contrôle. L'univers serait en proie au chaos. Or, la beauté de notre monde réside dans l'harmonie qui y règne. Revenons à l'intelligence artificielle. Supposons que sa puissance atteigne le niveau du cerveau humain et qu'elle prenne conscience d'elle-même. Dans ce cas, ce ne sera pas un choc pour elle, car elle connaîtra très probablement l'histoire de son apparition par étapes successives. Mais comment réagirons-nous si nous découvrons que nous sommes un programme informatique ? Programme informatique est un terme bien trop simple. Un être humain est un organisme multifonctionnel, complexe et intelligent qui éprouve des émotions, contemple la beauté, est capable de pensées abstraites, et bien plus encore. Le terme de création est plus approprié ici. Peu importe que nous ayons été créés artificiellement, car notre création sera toujours belle et complexe. D'ailleurs, n'oublions pas que de bons jeux vidéo ou de bonnes applis ne peuvent être réalisés que si les développeurs aiment leur création. Bien, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, si ce n'est que tu es sûrement quelqu'un de très sympa, mais si j'avais l'occasion de donner vie à un élément de science-fiction, ce serait sans aucun doute une machine de téléportation. J'en ai tellement marre des embouteillages et de consacrer des heures pour voyager à l'étranger. Et l'idée d'être téléporté dans n'importe quel coin de la planète en quelques secondes me semble bien trop séduisante. Alors oui, c'est un choix évident. Imaginons que nous vivions déjà dans ce monde de science-fiction et que la machine de téléportation existe. Si tu as besoin d'un nom technique sophistiqué pour ce que nous nous apprêtons à faire maintenant, cela s'appelle un exercice de pensée. Les exercices de pensée sont monnaie courante en philosophie, et ils explorent des scénarios aussi créatifs qu'improbables. Le but n'est pas de déceler la vérité de ces scénarios, mais d'explorer ce que nous croyons à leur sujet. Nous allons donc nous livrer à notre propre expérience de pensée et imaginer un monde où la téléportation serait quelque chose de répandu. Que se passe-t-il alors et quelles sont les possibilités offertes par ce monde ? Promenons-nous dans Londres, la capitale du Royaume-Uni. Oui, c'est toujours la capitale du Royaume-Uni, même dans cette réalité-là. Tu vois cette cabine téléphonique rouge ? Entrons. Non, je ne veux pas que tu appelles ta mamie pour lui demander les nouvelles de sa semaine, même si tu devrais probablement le faire un de ces 4. Dans ce monde, cette cabine téléphonique est une machine de téléportation. Parce que, vraiment, qui en a encore besoin pour téléphoner ? Elles servent à quelque chose de bien plus utile à présent. Il ne te reste plus qu'à choisir ta destination. Utilise les chiffres pour taper le code postal de l'endroit où tu veux aller. Sur l'écran, tu vois maintenant quelques options. Ce sont les coordonnées exactes des téléports dans ta zone de destination. Bien sûr, tu ne peux pas te téléporter à n'importe quel endroit au hasard. Ce ne serait pas sûr du tout, puisque tu pourrais tomber sur quelqu'un qui s'y trouverait déjà. Il existe donc des endroits désignés. Où veux-tu aller à New York? Trispien tapan 0020. I present to Deutsch chaussure en point d'arrivée. C'est Android par exemple. C'était autrefois un kiosque à journaux. Oui, ces kiosques ont aussi été réassignés puisque plus personne ne lit de journaux. Mettons que tu sois Alex. Puis-je t'appeler Alex? Ok, super. Très bien, Alex. Tu confirmes ton choix et tu appuies sur le gros bouton. Soudain, tu sens une brise, puis tu as l'impression de te dissoudre en petits morceaux. Ne t'inquiète pas, c'est normal.
Tu es en train d'être scanné, et ton corps, ta conscience, tes sentiments et tes émotions, tes expériences, tes compétences, tout cela se transforme simplement en atomes. Ça ne fait pas mal en principe. Puis, une brusque poussée. Juste une demi-seconde, comme lors d'une chute libre. Puis à nouveau cette brise. Tu sens que tu retrouves tes morceaux. Au début, tu sens à peine ton corps, mais à peine une seconde plus tard, tu commences à ressentir tes bras, tes jambes, les battements de ton corps tout entier. Tu es à nouveau reconstitué. Tu es toi. Mais es-tu vraiment toi, Alex? En es-tu bien sûr? Es-tu sûr que chaque morceau de toi a été livré à bonne destination? Es-tu sûr que ta conscience a voyagé en toute sécurité avec ton corps? Es-tu certain qu'il s'agisse bien de toi, Alex, et non d'une réplique conforme? Imagine qu'un savant fou ait créé ton double. Ce double serait-il toi? Non, bien sûr. Mais si tu posais cette question à ton double, il te répondrait sans hésiter la même chose. Alors pourquoi es-tu si sûr que le toi qui se tient en ce moment au milieu de Manhattan est le toi original, et non ce double qui est persuadé d'être toi? Bonne question. Et nous ne connaîtrons jamais la réponse, mon pauvre Alex. C'est la question que s'est posée un philosophe du nom de Derek Parfit. La machine de téléportation est-elle vraiment une forme de transport, ou bien se débarrasse-t-elle du toi original pour reproduire une copie dans un endroit différent? Il y a de fortes chances que ce soit la seconde hypothèse. Imaginons que toi, Alex, tu interfères avec ton toi futur et le traites mal. C'est considéré comme immoral. Parfit affirme que tout type de préjudice qu'une personne cause à une autre est moralement répréhensible. Même si tu te fais du mal à toi-même, ton toi futur est une personne différente. Par conséquent, un mauvais régime alimentaire ou le fait de ne pas aller à la salle de sport sont moralement répréhensibles, tout comme n'importe quelle autre mise en danger ou comportement à risque. Selon lui, la société doit protéger les individus. C'est pourquoi, dans la philosophie de Parfit, la téléportation était néfaste. Ainsi, dans un monde où une telle machine existe, les partisans du philosophe seront ceux qui protesteront contre l'utilisation des machines de téléportation. Tout comme les écologistes d'aujourd'hui, qui s'opposent aux avions parce qu'ils nuisent à l'environnement. Les nouveaux activistes s'opposeront à cette machine à tuer les gens. Tu perçois le dilemme? Es-tu prêt à te débarrasser de toi-même et à téléporter ta copie conforme à New York juste parce qu'un vol de 8 heures est un petit peu barbant? D'accord. Je comprends que ton corps puisse être décomposé en millions de particules, puisse transporter rapidement dans un autre endroit et être recomposé ensuite. Mais j'ai bien du mal à imaginer comment cette astuce pourrait fonctionner avec ta conscience. Elle n'est pas matérielle. Tu ne peux pas la device en quoi que ce soit. D'ailleurs, comment se déplacerait-elle? D'un autre côté, toi-même, tu t'endors tous les soirs et tu te réveilles le lendemain matin. Nous ne pouvons pas être sûrs que la version d'hier de nous-mêmes ne disparaisse pas au profit de celle d'aujourd'hui. Et qu'il n'y aura pas une nouvelle version de nous demain. Peut-être nous régénérons-nous chaque nuit. Si tel-ce le cas, alors la téléportation ne sera pas pire que de s'endormir tous les soirs, comme nous l'avons toujours fait depuis que nous sommes apparus sur Terre. Ou alors, il se crée une nouvelle réplique de nous, à chaque fois que nous entrons dans une pièce différente. Il est possible que nous nous régénérions en permanence, sans même nous en rendre compte. Et voici un dernier paradoxe pour toi. Il y a 2000 ans, Thésée aurait fondé Athènes. Il avait un bateau, et au fil des ans, ce bateau a commencé à se dégrader. Les gens ont donc commencé à le rénover planche après planche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul morceau du bateau qui se trouvait là à l'origine. Le navire de Thésée est donc pratiquement fait de matériaux neufs. Alors, est-ce toujours le bateau de Thésée ou est-ce autre chose à présent? Si ce n'est plus le bateau original, à quel moment cesse-t-il d'être le bateau de Thésée pour devenir autre chose? Certains pourraient penser que cela se produit lorsque la première planche est remplacée. D'autres diront que c'est avant le remplacement de la dernière planche. D'autres encore diront que cela se produit quelque part entre les deux. Eh bien, la même chose nous arrive à nous, les humains. Nous nous régénérons en permanence. Certains organes vivent de quelques secondes à quelques minutes, d'autres des années. Mais le processus de régénération est permanent, et nous ne sommes pas exactement la même personne tout au long de notre vie. En quoi est-ce différent de la téléportation? Bien sûr, lorsque toi, Alex, entreras dans cette machine, tu seras sur le point de disparaître. Mais ce ne sera pas différent de la façon dont tu as disparu depuis que tu as commencé à regarder cette vidéo. Pendant que tu la regardais, la version précédente de toi a disparu. Et si tu dois te téléporter à New York, ce ne sera pas différent. Quoi qu'il en soit, la possibilité de détruire son moi d'origine n'est pas le seul problème. En fait,
Derek Parfit décrivait ses idées sur la téléportation en prenant l'exemple d'un déplacement de la Terre vers Mars, et il est allé encore plus loin. Imaginons que les gens se soient inquiétés, et End ait réussi à améliorer cette machine de téléportation. Maintenant, elle ne détruit plus la version originale de toi-même, mais crée simplement ta réplique à l'endroit de destination. Et cette réplique se souviendra de la téléportation depuis la Terre. Bien, vous êtes maintenant 2 dans l'univers. Admettons que vous vous rencontriez. Tu pourras alors parler à ta copie parfaite. Mais puisque tu peux lui parler, cela signifie qu'elle n'est pas toi. Si tu te pinces, elle ne sentira rien. Si tu tombes malade, elle ne sentira rien et restera en bonne santé. Donc, elle est toi, mais elle est aussi une personne différente. Et par conséquent, elle n'est pas vraiment toi. Bon, il va falloir que j'aille me détordre le cerveau de tout ça. Allez, à la prochaine. Lève les yeux lorsque le ciel est clair la nuit. Tu y verras des milliers de petits points lumineux. Tu auras l'impression qu'ils sont stables et immobiles. Mais en réalité, ils sont constamment en mouvement. Dans 100 000 ans, les constellations n'auront plus le même aspect ou la même configuration que nous leur connaissons aujourd'hui. Et pense à toutes ces naines rouges, petites étoiles, planètes, corps spatiaux que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Les étoiles de type naine rouge sont particulièrement cool. Elles font généralement la moitié de la taille de notre Soleil et sont 10 fois moins lumineuses. Elles ne sont peut-être pas les objets les plus brillants dans le ciel, mais elles vivent pendant très longtemps. Les réactions de fusion nucléaire se produisent dans les profondeurs du noyau des étoiles. C'est ce qui les fait briller. Les grandes étoiles libèrent d'énormes quantités d'énergie en consumant leur combustible stellaire. Mais ces étoiles ont tendance à brûler tout leur combustible en seulement quelques millions d'années. Les étoiles, comme notre Soleil, vivent généralement pendant environ 10 milliards d'années. Mais les naines rouges n'utilisent pas autant de carburant. Leur lumière n'est pas aussi puissante et elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur existence. Elles sont comme des voitures à faible consommation d'énergie. C'est pourquoi elles peuvent durer des centaines de milliards d'années. Certaines des plus petites peuvent vivre jusqu'à 10 000 milliards d'années. L'essentiel de l'hydrogène des étoiles similaires au Soleil n'est pas consommé. Il y a davantage de ce gaz dans l'atmosphère que dans le noyau de ces étoiles. Cela signifie que l'hydrogène ne participe pas de manière significative aux réactions de fusion. Mais c'est différent avec les naines rouges. Elles font circuler du plasma dans tout leur corps. Ces étoiles tirent des réserves d'hydrogène de leur couche extérieure vers leur noyau. C'est ce qui permet au processus de fusion de continuer. Un jour, dans un avenir lointain, les étoiles comme notre Soleil seront à court de combustible et s'éteindront. L'univers sera rempli de petites naines rouges. Elles n'auront plus assez d'énergie pour briller et éclairer l'espace qui les entoure. Nos descendants, s'il y en a, hériteront d'un cosmos sombre et obscur. En vieillissant, le Soleil atteindra une taille telle qu'il détruira les planètes de son voisinage. D'abord Mercure, puis Vénus et enfin nous. Il est possible que la Terre survive, mais à peine et pas pour très longtemps. Le Soleil la réduira en cendres en se rapprochant d'elle. Les planètes extérieures de notre système solaire survivront pour leur part, mais elles s'éloigneront encore plus loin dans l'espace. Le Soleil perdra une partie de sa masse à mesure qu'il augmentera en taille. Sa force gravitationnelle détermine les orbites des planètes. Lorsque notre étoile deviendra moins massive, l'attraction de sa gravité sera plus faible et les planètes extérieures le seront plus aussi, fortement liées au Soleil. Notre système solaire n'est pas isolé, il y a beaucoup d'autres étoiles dans notre galaxie. D'ici 30 milliards d'années, les étoiles qui voyagent à proximité perturberont suffisamment nos planètes extérieures pour que certaines des plus grosses d'entre elles soient rapidement projetées hors de notre système solaire. La toute dernière planète restera dans les parages un peu plus longtemps, peut-être même 100 milliards d'années. Mais même celle-là finira par être expulsée du système solaire. Selon une théorie, l'eau de notre planète proviendrait en grande partie de météorites et de comètes chargées de glace, des boules de glace et de poussière gelée. En s'écrasant sur la Terre, des premiers temps, elles auront probablement apporté de l'eau nécessaire au développement de la vie. Mais ces mêmes objets qui ont pu créer la vie sur notre planète pourraient aussi causer sa fin. Il ne s'agit pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de savoir quand. Et les scientifiques pensent qu'il est très probable qu'un astéroïde ou une comète de taille suffisante pour anéantir la vie sur Terre s'écrase un jour sur notre planète. Mais cela se produira dans un avenir lointain. Et heureusement, nous disposons de la technologie nécessaire pour prédire de telles choses et réagir à temps. Mais il y a d'autres collisions cosmiques que nous ne pouvons pas éviter, quoi que nous fassions. Andromède, notre galaxie voisine, se déplace vers le système solaire à une vitesse de 110 km par seconde. Il y a 2,5 millions d'années-lumière entre la Voie lactée et Andromède. Heureusement, notre voisine ne franchira pas cette distance de sitôt. Cela ne se produira que dans environ 4 milliards d'années.
Une telle collision entre deux galaxies pourrait entraîner une véritable catastrophe pour nos descendants, si quelqu'un vit encore sur Terre, bien sûr. Les deux galaxies glisseront l'une devant l'autre, puis elles s'éloigneront jusqu'à ce que la force gravitationnelle commence à les rapprocher à nouveau. En fusionnant, elles perdront toutes deux leur structure en forme de disque et prendront l'aspect d'une grande galaxie elliptique. Cette galaxie a déjà reçu le surnom de Milkomeda. La Voie lactée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existera plus. L'espace est en mouvement constant, il change tout le temps. Les scientifiques ont imaginé plusieurs scénarios de ce qui pourrait arriver à l'univers dans le futur. Numéro 1, la grande déchirure. Selon cette théorie, l'univers va s'étendre à l'infini. À un moment donné, l'attraction due à son expansion deviendra plus forte que la force gravitationnelle qui assure son unité. Si cela se produit, cela déchirera les galaxies, les étoiles, les trous noirs et tous les autres corps spatiaux, y compris la Terre. L'univers se transformera alors en un ensemble de particules déconnectées. Jusqu'à il y a environ 5 milliards d'années, l'univers était en expansion lente à cause de sa puissante attraction gravitationnelle. Puis sa croissance est accélérée. Certains experts disent que cela s'est produit en raison des effets de l'énergie noire. L'énergie noire est la force mystérieuse qui constitue près de 70% de notre univers. Cette force le pousse à s'étendre plus rapidement au lieu de le ralentir. Donc, dans le cas du scénario de la grande déchirure, l'énergie noire l'emportera sur la gravité au point de pouvoir déchirer des atomes individuels. Scénario numéro 2, l'effondrement terminal. Il est possible que l'univers arrive à un point où il cessera de s'étendre. La gravité deviendra une force dominante. Elle pourrait même inverser l'expansion de l'univers. Alors le cosmos commencera à rétrécir, faisant entrer en collision des planètes, des étoiles et même des galaxies entières. À la fin, l'univers entier s'effondrera sur lui-même. Une fois que tout sera comprimé en un point infiniment petit, ce qu'on appelle en anglais le Big Crunch, l'univers pourra recommencer à s'étendre. Théorie numéro 3, la mort thermique. Dans ce scénario, l'entropie augmentera jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur maximale. L'entropie est en gros l'idée selon laquelle tout dans l'univers finit un jour ou l'autre par sombrer dans le désordre. Une fois que l'entropie aura atteint son maximum, la chaleur du système sera répartie uniformément. L'univers disparaîtra alors, car il n'y aura plus de place pour que la chaleur existe. Tout mouvement mécanique à l'extérieur de l'univers s'arrêtera. Le cosmos sera si vide et le gaz sera si rare qu'aucune nouvelle étoile ne pourra plus se former ni briller. Dans un tel cosmos, le temps ne sera qu'un vide sans fin. Cela signera la fin des planètes, des étoiles et des êtres vivants. L'univers entier sera gelé, sombre et immobile, car il n'y aura pas d'énergie permettant que les choses se remettent à fonctionner. Plusieurs milliards d'années après que les dernières étoiles se soient consumées et aient disparu, les trous noirs enverront un message indiquant que l'univers est arrivé à sa fin. Les trous noirs sont des zones dont l'attraction gravitationnelle est extrêmement forte, si puissante que rien ne peut y échapper. Ils peuvent être aussi massifs que 100 soleils. Quant aux trous noirs supermassifs, leur masse peut être supérieure à celle d'1 milliard de soleils. On trouve de tels trous noirs géants au centre de la plupart des galaxies. Comme tout le reste, les trous noirs connaîtront leur fin. Mais lorsque leur moment viendra, ils ne disparaîtront pas doucement dans la nuit. Les trous noirs feront leurs adieux dans d'énormes explosions de feux d'artifice, illuminant l'univers dans les derniers instants de leur existence. Ce sera la fin d'une ère entière. Les trous noirs survivent généralement en engloutissant les étoiles et le gaz qui s'approche d'eux. C'est par leur gloutonnerie qu'on les reconnaît généralement. Dans la plupart des cas, il y a un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Ce disque est constitué de tous les matériaux et particules qu'il aura déchirés et qu'il attire vers lui, comme lorsque l'eau tourbillonne dans une canalisation. À mesure que les matériaux et les particules se rapprochent, ils se déplacent de plus en plus vite. Cela génère de la chaleur, ce qui fait briller le disque d'accrétion. C'est là qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un trou noir. Ouais, les trous noirs ne sont pas très doués pour jouer à cache-cache. Les choses qui traversent l'horizon des événements d'un trou noir, qu'on appelle aussi le point de non-retour, sont perdues à jamais. Mais selon Stephen Hawking, il serait possible d'échapper à un trou noir. Il y a des particules qui bougent même dans le vide. Disons qu'une particule a une énergie positive et une autre une énergie négative. Si elles s'approchent toutes les deux d'un trou noir, il y a une chance que l'une tombe dedans tandis que l'autre s'échappe. Cela signifie que le trou noir a éloigné cette particule et elle a emporté une partie de la masse du trou noir avec elle. C'est ainsi que le trou noir peut commencer à rétrécir. Lorsqu'il commence à s'évaporer, il perd sa masse et devient progressivement plus petit. De plus en plus de particules commencent à s'échapper jusqu'à ce que toute l'énergie restante soit évacuée d'un seul coup.
Dans le dernier dixième de seconde, il y aura un flash géant d'énergie et de lumière dans une très très petite région de l'espace et ensuite, tout aura disparu. Éloignons-nous de la Terre pour la regarder de plus haut. Elle brille comme un sapin de Noël. La nuit, les grandes villes ressemblent à des taches jaunes et le jour, nous pouvons voir des structures étranges, comme une île en forme de palmier dans les Émirats arabes unis ou une ligne sombre qui traverse la Chine, la Grande Muraille. Ce sont des traces de l'existence humaine. Maintenant, pointons notre télescope vers d'autres planètes. Mars, c'est juste un désert sans fin. Vénus, seulement des rochers et des volcans. Même si nous regardons dans l'espace lointain, toutes les planètes sont sans vie. Pas une seule trace de civilisation extraterrestre. Beaucoup de gens pensent que la Terre n'est pas la seule planète où il y ait de la vie. Voici notre galaxie. Il y a des milliards d'étoiles semblables au Soleil. Et voici l'univers observable avec des milliards de ces galaxies. Il y a un nombre presque infini d'étoiles, et près de chacune d'elles, il doit y avoir des planètes habitables. Mais il se peut que nous n'ayons pas trouvé de vie sur d'autres planètes parce qu'elles se cachent justement sous leur surface. Par exemple, il y a Europe, un satellite de Jupiter légèrement plus petit que notre Lune. Sa structure ressemble à un œuf à la coque. Sa surface est une croûte de glace. Mais si on la traversait, on atteindrait un océan d'eau. Jupiter et ses satellites sont très éloignés du Soleil. Il y fait donc très froid, environ moins 170 degrés. L'eau liquide s'y transforme donc instantanément en glace. Mais Jupiter a une forte force gravitationnelle. Cela cause beaucoup de friction à l'intérieur d'Europe et ça réchauffe son noyau. Cette chaleur fait fondre la glace environnante et cela donne un océan d'eau liquide sous sa surface. L'eau est la base de toute vie, donc il pourrait y avoir de simples bactéries dans cet océan. Et qui sait, peut-être qu'il y a aussi d'autres formes de vie, comme des poissons aux formes étranges à cause de la faible gravité, ou des créatures semblables aux baleines, se nourrissant de plancton. En 2009, les scientifiques ont découvert une planète entièrement recouverte d'un océan, GJ 1214. Elle se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre et environ 75% de sa masse est constituée d'eau. Pourtant, les températures sur cette planète sont si élevées que cette eau s'évapore. Mais il y a tellement de vapeur qu'elle semble aussi dense que l'eau elle-même. Rien ne pourrait sembler vivre dans de telles conditions. Mais les scientifiques ont récemment découvert au moins 24 planètes meilleures que la Terre et les ont qualifiées de super habitables. Elles orbitent autour d'étoiles lointaines, dans leur zone habitable. C'est la zone située à une distance parfaite d'une étoile pour accueillir la vie. Dans notre système solaire, Vénus, la Terre et Mars sont dans cette zone. Une planète super habitable doit être 10% plus grande que la Terre et avoir une gravité plus forte afin d'avoir une atmosphère plus dense. Une température de 8 degrés supérieure à celle de la Terre rendrait cette planète plus humide et favoriserait le développement d'une variété d'organismes. Ces planètes pourraient accueillir la vie, mais il est difficile de savoir si la vie y est déjà présente. Le principal marqueur qui confirmerait l'existence d'une civilisation avancée là-bas pourrait être les ondes radio. Imagine une planète habitable semblable à la Terre. Au cours de l'évolution, des êtres intelligents y sont apparus. Ils sont plus grands que les humains à cause de la faible gravité et leurs yeux sont adaptés à la lumière d'une autre étoile, beaucoup plus brillante que le Soleil. Tôt ou tard, ces êtres devront utiliser des ondes radio pour communiquer entre eux. Nous pouvons penser à ces ondes comme à des sons puissants venant de haut-parleurs. Voici la Terre. Nous utilisons beaucoup les ondes radio et le bruit provenant de notre planète est assez grave. Si une planète voisine avait des radiotélescopes, de grandes antennes qui captent ces ondes, elle se rendrait compte que la vie s'épanouit ici. Il y a de nombreux radiotélescopes sur Terre qui sont pointés vers l'espace, dans l'attente d'un signal extraterrestre. Mais nous n'avons encore rien reçu. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y a pas une planète quelque part dans l'univers qui émette des ondes radio. C'est une question de distance. Faisons un bond de 200 années-lumière vers une autre étoile. Supposons qu'il y ait une planète X hébergeant la vie. La civilisation ici est assez avancée pour utiliser les ondes radio, donc ils émettent une première onde dans l'espace. Nos radiotélescopes ne pourront la capter que 200 ans plus tard. Cela fonctionne également dans l'autre sens. La communication radio n'existe sur Terre que depuis 1895. Notre signal radio n'atteindra donc pas la planète X avant 2095. C'est seulement à ce moment que les extraterrestres entendront notre voix. Mais ce bruit ne dure pas longtemps. Chaque année, notre technologie s'améliore et le bruit que nous faisons diminue. Nous utilisons la communication mobile, la télévision par câble et la fibre optique. Cela réduit le bruit émis par notre planète dans le spectre radio et nous deviendrons même bientôt invisibles pour les autres planètes. Et c'est pareil de l'autre côté. Les ondes radio ne sont donc qu'un petit bip à l'échelle cosmique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que le silence radio soit une preuve que la vie extraterrestre n'existe pas.
Un télescope géant qui pourrait prendre une photo en direct d'une planète possiblement habitée changerait la donne. On zoomerait sur la photo et hop, on verrait des villes extraterrestres avec des immeubles et plein d'antennes. Mais nous ne pouvons pas encore voir si loin. Nous pouvons à peine prendre des photos de Mars et de ses satellites, et même leur qualité nous induit encore en erreur. Prenons par exemple Sidonia, qui ressemble à un visage humain sur Mars. On a pensé qu'une ancienne civilisation avait fait une sorte de sculpture. Des théories plus extravagantes parlaient même des restes d'un géant, et qu'il y avait même un corps entier sous le sable de Mars. Mais en fait, c'était juste une colline. Le vent a créé des creux à cet endroit, et avec l'ombre, nous les avons pris pour des yeux et une bouche humaine. Il y a aussi le monolithe sur le satellite de Mars, Phobos. On y a trouvé une roche lisse qui était presque aussi haute que la pyramide de Khéops. Cette découverte a donné lieu à de nombreuses théories sur la civilisation qui l'a construite. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'un rocher. Le nombre infini d'étoiles et de mondes qui les entourent garantit presque l'existence d'autres civilisations. Alors pourquoi ne viendrait-elle pas sur Terre ? Nous pensons que la vie dans l'univers se développe selon des scénarios similaires. L'émergence de formes de vie simples, suivie de l'évolution et de la naissance de civilisations technologiquement avancées. Mais comme sur Terre, des cataclysmes s'y produisent et provoquent des extinctions massives, comme les météorites. Il y a peut-être une civilisation prête à partir dans l'espace, mais qui fut détruite par une énorme météorite, comme celle qui a effacé les dinosaures de la surface de la Terre. La vie sur cette planète recommencerait donc un nouveau cycle à partir de zéro. En outre, plus la civilisation est avancée, plus le risque d'autodestruction est grand. Les scientifiques pourraient mener des expériences sur des machines, comme le grand collisionneur de Hadron, et y créer accidentellement un trou noir. Celui-ci se mettrait à avaler tout ce qui l'entoure et grossirait. Rapidement, toutes les villes super développées de cette civilisation disparaîtraient, ainsi que toute la planète. Une autre possibilité pour une civilisation super avancée serait de voyager par les trous de verre. Ce sont comme des tunnels situés dans l'espace-temps. Les extraterrestres pourraient voyager à travers sans jamais revenir en arrière. Mais il est aussi possible que la vie sur Terre soit unique, car notre planète s'est formée grâce à plusieurs coïncidences incroyables. La première est l'emplacement de notre système solaire dans la galaxie. Dans la Voie lactée, il y a un feu d'artifice constant de supernovas. Le rayonnement de ces explosions détruit tout ce qui l'entoure sur de grandes distances. Notre système solaire se trouve juste dans la zone de l'orbite galactique où nous sommes à l'abri de ces explosions. Un autre facteur est la Lune. Selon une théorie, il y a environ 4,5 milliards d'années, une météorite de la taille de Mars s'est écrasée sur la Terre. Un impact plus direct aurait simplement pulvérisé la Terre. Et si cette météorite n'avait fait qu'effleurer la Terre, les débris se seraient simplement envolés. Mais cette collision s'est produite précisément de manière à ce qu'une partie de la météorite reste dans l'orbite de la Terre, formant la Lune. Cette dernière a stabilisé la rotation de notre planète et a réchauffé son noyau par gravité. Et c'est là que notre planète a développé un champ magnétique qui nous protège des vents solaires. D'autres scientifiques pensent que la vie extraterrestre pourrait être différente d'un point de vue biochimique. Le carbone et l'eau sont les éléments de base de notre corps, mais le carbone pourrait être remplacé par du silicium ou du phosphore, et l'eau par de l'ammoniac ou du méthane. Ces atomes pourraient former des molécules différentes et s'assembler en un organisme vivant. Une vie basée sur de tels éléments ne ressemblerait à rien de ce qui existe sur Terre. Bang! C'est ainsi que tout a commencé, il y a environ 13,8 milliards d'années. Et on ne l'a compris qu'au cours des 100 dernières années. Tout ce que nous voyons dans l'espace aujourd'hui, planètes, astéroïdes, comètes, étoiles, n'était tout simplement pas là au début. Dans les années 1920, les astronomes ont eu l'idée qu'il y a très longtemps, l'univers n'était qu'un seul point. Un point extrêmement chaud, des milliers de milliards de degrés, compact et dense, qui a grossi et s'est étiré à une vitesse inimaginable. À un moment donné, de la matière a commencé à voler dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Le Big Bang a été un chaos total, avec des particules minuscules mélangées à de l'énergie et de la lumière. Oui, un désordre sans nom, mais tout de même, dans la première minute après le Big Bang, la base de tout ce qui apparaîtrait plus tard était presque posée. Il n'a fait chaud que pendant cette énorme explosion. Dès que l'expansion a commencé, l'univers a commencé à se refroidir, un peu comme un gaz qui se refroidit lorsque tu le vaporises depuis une bombe aérosol. Pendant ce processus, une partie de l'énergie a en quelque sorte gelé, tout comme l'eau se transforme en glace. Ici, l'énergie pure a été gelée et s'est solidifiée en matière. Une minute après le bang, le refroidissement était toujours en cours, extrêmement rapide et littéralement partout à la fois, puisque l'univers n'a pas vraiment de bord. Ce n'était plus seulement un point compact.
La base d'une nouvelle expansion et de tout ce qui allait suivre était en train de se former. Tu te souviens de ces minuscules particules de la première phase de boom de l'univers ? Elles ont commencé à se regrouper, ce qui a formé des atomes d'hélium et d'hydrogène. Il a fallu environ 3 minutes pour que la plupart de l'hélium et tout l'hydrogène de l'espace soient fabriqués. Ces deux éléments sont les plus courants et les matériaux de base qui ont ensuite formé les premières galaxies et étoiles. Ce n'est pas parce que la base était terminée que la création de l'univers s'est arrêtée après ces 2 premières minutes. Il est vrai qu'après cela, aucun nouvel élément n'a été créé pendant des millions d'années. C'est pourquoi la version initiale de l'univers était entièrement composée d'hélium, d'hydrogène et d'énergie. Mais finalement, les atomes ont commencé à se regrouper lentement, ce qui, après beaucoup de temps, a provoqué la création de galaxies et d'étoiles. Des nuages d'hélium et d'hydrogène se sont regroupés et se sont transformés en étoiles qui avaient des forces gravitationnelles. Notre Soleil est également composé de 3/4 d'hydrogène, tandis que le reste est de l'hélium. Donc un quart ? Oui, mais à des stades ultérieurs. D'autres éléments plus lourds ont commencé à apparaître aussi, comme le carbone, le fer, l'oxygène et ainsi de suite. Il ne s'agissait pas seulement de processus chimiques au cours desquels de nouveaux éléments, étoiles ou planètes, ne cessaient d'apparaître. L'univers entier est en expansion depuis le Big Bang. Les chercheurs ont réalisé que d'autres galaxies s'éloignent en quelque sorte de la nôtre. Chère galaxie, vous devez arrêter de faire ça. Comment allons-nous découvrir la vie extraterrestre là-bas si vous ne cessez de vous éloigner ? Et ce n'est pas tout. Les galaxies les plus éloignées se déplacent en fait plus vite que celles qui sont proches de notre galaxie, la Voie lactée. L'univers est fabuleux, inconnu, mystérieux, effrayant et complètement silencieux. Imagine que tu flottes dans ta combinaison spatiale quelque part au-dessus de la Terre. Tout ce que tu pourrais entendre, c'est le bruit de ta propre respiration. Rien ne vient de l'extérieur. Comme il n'y a pas d'atmosphère, le son n'a aucun moyen de se propager ou d'être entendu. En parlant de combinaison spatiale, ce truc coûte environ 12 millions de dollars. Ce qui signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps avant d'aller se détendre dans l'espace. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. On pourrait donc penser que c'est aussi la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui remporte le titre de la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une surface chauffée à une température de 450 degrés. Mercure n'a pas d'atmosphère, laquelle est chargée de réguler la température. C'est pourquoi elle ne tient pas la comparaison. Vénus a aussi des journées assez longues. Une seule journée équivaut à environ 243 jours terrestres. C'est pratique pour les personnes qui ont des listes de choses à faire assez longues et qui aiment faire les choses lentement. Cependant, Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres, ce qui signifie qu'une année là-bas dure 18 jours de moins qu'une journée. Tu peux fêter 2 fois ton anniversaire en une journée alors ? Génial, mais l'inconvénient est que sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique et il neige du métal. Ce n'est plus aussi amusant, si ? La Terre a ses aspects sympas aussi. Ayant 4,5 milliards d'années et étant la seule planète connue à abriter la vie, elle compte aussi plus d'arbres qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. 3000 milliards, alors qu'il n'y a que 100 à 400 milliards d'étoiles. Nous avons peut-être compté les arbres, mais nous en savons très peu sur nos océans. Seulement 5% de ceux-ci sont explorés, donc nous en savons moins que sur Mars ou la Lune, dont les surfaces ont été entièrement cartographiées. Il est amusant de constater que l'espace n'est qu'à 100 km de nous, en comptant à partir du niveau de la mer sur notre planète. Cela semble si proche que tu pourrais couvrir la distance juste pour aller prendre ton petit déjeuner. Et pourtant, seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Il est composé à 68% d'énergie noire, tandis que 27% sont constitués de matière noire, que nous ne pouvons pas voir avec un télescope. Si proche et pourtant si loin. Nous verrons toujours le même côté de la Lune, peu importe où nous nous trouvons sur la Terre. La Lune tourne sur son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Les couchers de soleil sur Mars sont bleus. Cela se produit parce que la poussière fine de la planète rouge a la taille parfaite pour que la lumière bleue puisse pénétrer efficacement dans l'atmosphère de Mars. Ainsi, la lumière bleue se disperse, après quoi elle reste plus proche de la direction du Soleil, contrairement à la lumière des autres couleurs. L'univers est plein de merveilles, et l'une d'entre elles est une planète faite de diamants. Elle est 2 fois plus grande que la Terre, et les scientifiques pensent qu'elle est principalement recouverte de diamants et de graphite. Mais pour t'y rendre, tu auras probablement besoin d'une combinaison spatiale à 12 millions de dollars, ainsi que d'un vaisseau encore plus cher, mais si tu parviens à faire l'aller-retour, tu pourrais facilement le rembourser. Les scientifiques ont aussi quelques prédictions sur la fin de tout. Tu es prêt pour ça ? À ses débuts, l'univers entier était dense et compact, il était donc très épais. Mais après environ 400 000 ans, il a continué à s'étendre, ce qui l'a rendu plus transparent. Tout cela a encouragé la libération de lumière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique, ou FDC.
C'est comme si tu allumais la télé sur une chaîne vide et que tu coupais le câble. Tu verras des points statiques, noirs et blancs, bouger sur ton écran. Ils sont un peu comme le FDC et aussi une rémanence de toute cette énergie qui a été libérée pendant le Big Bang. Le FDC est toujours là, les astronomes peuvent le voir grâce au télescope à micro-ondes. L'expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée, l'univers s'étend toujours chaque seconde à une vitesse incroyable, ce qui fait que tous les objets de l'espace s'éloignent les uns des autres en permanence. Nous le savons parce que le soleil des autres galaxies apparaît plus rouge qu'il ne devrait l'être. Cela s'appelle le décalage vers le rouge, et cela se produit lorsque la source de lumière s'éloigne de celui qui l'observe. Ensuite, il y a la gravité. Elle attire tous les objets de l'univers les uns vers les autres, ce qui explique pourquoi les planètes continuent à tourner autour du Soleil, ou pourquoi notre système solaire tourne autour du centre de la Voie lactée. C'est pourquoi nous restons sur le sol, alors que dans l'espace nous flotterions, puisqu'il n'y a pas de gravité là-haut. Ayant tout cela à l'esprit, les scientifiques ont eu l'idée qu'un jour, l'univers prendra simplement la direction opposée et commencera à rétrécir, ce qui sera connu sous le nom de Big Crunch. Que cela se produise réellement ou non dépend du type de notre univers. S'il est ouvert, il continuera à s'étendre et rien ne pourra jamais l'arrêter. Mais au fil du temps, s'il s'étire, la densité deviendra si faible que les galaxies ne pourront plus former de nouvelles étoiles et que celles qui existent déjà disparaîtront. Lorsque l'espace perdra toute sa lumière et sa chaleur, la vie ne sera plus possible. L'univers restera simplement un au-delà froid qui continuera à s'étendre dans une obscurité sans fin. Ensuite, Big Crunch ou pas, bang, tout disparaîtra. Heureusement que nous avons des milliards d'années devant nous, n'est-ce pas? Nous ne serons certainement plus là à ce moment. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées au mur, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayon X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes.
En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous sont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède.
Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher.